Espèce d'incapable, je veux que tu crèves, faudrait courir, j'ai pas épousé une grosse. Ces propos vous révoltent sûrement, et pourtant, chaque jour, de nombreux Français et Françaises, jeunes et moins jeunes, sont victimes de violences morales, intrafamiliales. Pour en parler avec nous dans le mag, Chantal Paoli-Texier, présidente de l'association AJC qui lutte contre les violences morales intrafamiliales. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Mhm. En, 19 Bonjour. en 1999, vous créez l'association AJC pour lutter contre les violences morales intrafamiliales et venir en aide aux victimes, femmes, hommes, enfants ou adolescents. La violence morale touche tout le monde, mais la prise de conscience est parfois difficile. Qu'avez-vous mis en place pour sensibiliser aux violences psychologiques intrafamiliales? Alors, mis en place pour sensibiliser, la première des choses, ça a été de mettre en place un site avec des définitions, avec des explications assez concrètes, on l'espère. Et la deuxième chose, ça a été de réaliser deux petits dessins animés qui sont sur la chaîne YouTube de l'association, Charmant et La Marionnettiste, qui permettent de comprendre. Alors Charmant explique le processus de la violence morale et comment on tombe dans les raies d'un prince charmant et comment on est subjugué, hypnotisé et comment il est difficile de sortir de ce piège. Et la marionnettiste parle plus de l'emprise sur les hommes et des conséquences sur les enfants et de la prise en otage des enfants. Donc, sensibiliser, ça passe aussi par des actions sous forme de conférences, sous forme de formation, et aussi passage dans les médias, effectivement, pour expliquer ce qu'est la violence morale. Et la particularité de la violence morale par rapport à la violence physique, c'est que c'est invisible et insidieux. C'est une violence qui ne laisse pas de traces, mais des bleus à l'âme, qu'il est très difficile de l'appréhender, de la comprendre. Que, par exemple, au niveau de la justice, ils sont toujours à la recherche de définitions et d'éléments, de preuves parfaites, alors qu'en matière de violence morale, c'est extrêmement compliqué. Et que du coup, appliquer le délit de violence psychologique ou le délit de harcèlement qui existe depuis juillet 2010 reste très problématique. Ça reste une violence invisible, en fait, Oui, aux yeux des autres, mais qui fait tout aussi mal. ah, qui détruit en profondeur, qui détruit pas forcément physiquement, quoique, puisque le corps réagit quand même à cette violence et que on peut développer des maladies et des maladies très graves. On peut développer plein de symptômes, plein de somatisations, mais surtout c'est l'esprit qui est abîmé, c'est l'âme qui est traumatisée. Les traumatismes sont extrêmement importants, d'autant plus que les personnes euh, ne peuvent pas mettre de mots sur leur situation. C'est-à-dire que quand on reçoit un coup, quand on a un bleu, quand on a la mâchoire fracturée, quand on a un bras cassé, eh bien on sait ce que c'est. On sait que c'est de la violence. Mais quand on a du mal à l'être, qu'on n'est pas bien, qu'on est stressé, les mots que vous avez employés en début d'émission sont très forts, Oui, quand on est juste dénigré et humilié, ben c'est beaucoup plus difficile de dire je suis victime de violence. c'est ça. Et le propre de la violence morale, c'est que les victimes doutent. Elles sont dans la culpabilité. Elles pensent déjà que c'est de leur faute. Mhm. On leur dit que c'est de leur faute. On leur dit qu'ils sont fous ou folles. Et pour le coup, il est très difficile de s'accrocher à quelque chose de concret, de réel, si le terme est approprié, pour dire je suis victime de violence. C'est ça, elles Donc, s'auto-flagellent oui, parce qu'elles ont honte de l'image qu'une personne leur font croire, en fait. la honte est quelque chose qui est effectivement distillé par l'auteur, mais qui appartient aussi à la victime. C'est que la victime elle a honte d'être dans cette situation et de se dire mais tout le monde me dit qu'il est parfait, mais moi je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais je sais pas quoi. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a raison, je ne fais pas assez d'efforts, peut-être qu'il faut que je fasse plus d'efforts, peut-être que je suis une mauvaise mère ou une mauvaise femme ou peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Voilà. Il y a plein de questions qui agitent les victimes, qui sont quand même, à la différence de l'auteur, tournées vers autrui et sensibles à la culpabilité justement, qui fait que
elles vont porter la responsabilité de la situation, alors qu'un auteur, lui, ne porte aucune responsabilité. Alors, bien souvent, on rapproche cette violence morale de la perversité narcissique. Est-ce que c'est le seul cas de figure ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, l'étiquette pervers narcissique est une étiquette qui a facilité la prise en considération de la violence morale, mais non, il n'y a pas que des auteurs qui sont des narcissiques à comportement pervers, il y a pléthore d'autres auteurs, et il s'agit pour nous justement d'établir des profils, de les identifier, d'identifier le type de victime auquel nous avons affaire aussi, parce que toutes les victimes ne se ressemblent pas et n'ont pas le même parcours, pour pouvoir faire un accompagnement au plus près des besoins de la personne et de la situation qu'elle vit à proprement parler. On a des auteurs qui sont encore plus sadiques que l'étiquette pervers narcissique. On a des auteurs qui sont simplement immatures et, j'ose dire, très bêtes. Ceux-là sont plus faciles à identifier d'ailleurs, parce qu'ils commettent beaucoup plus d'impairs. Et puis on a des auteurs qui, eux, sont très subtils dans la manipulation et dans l'art de convaincre autrui, dans la rhétorique, dans la manière de présenter les choses et de reconstruire l'histoire d'une manière qui, bien entendu, va les mettre en valeur, mais surtout va continuer, va persister à détruire l'autre, à détruire la victime, et la victime va avoir beaucoup de mal à se faire entendre. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que les auteurs ont tendance à projeter sur leur victime toute leur perversion et à leur faire porter la raison des problématiques qui peuvent suivre, par exemple après une séparation ou pendant la vie commune aussi. Comment reconnaître qu'on est victime de violences morales intrafamiliales? C'est quand on commence à se poser des questions, quand on commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, la plupart des victimes, dès le début d'une relation, ont des signaux d'alarme. D'accord. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elles voient bien que c'est trop intrusif, par exemple, l'attitude du prince charmant. Dès qu'on a ces petits signaux d'alarme, ces petits questionnements, ces petits doutes, il faut examiner la situation presque à la loupe. Hein. Il faut essayer de ne pas voir l'autre à l'aune de ce que nous sommes, à l'aune de ce qu'est la victime, c'est-à-dire quelqu'un d'ouvert, de généreux, de sociable, mais plus à l'aune de ce qui est possible, de ce qui peut effectivement être problématique, et accepter que l'attitude de l'autre puisse être problématique, accepter que la violence existe. Parce que beaucoup de victimes ont cette espèce de méconnaissance de la violence et se disent mais non, tu rêves, après tout, c'est ton imagination, il est gentil, les autres te disent qu'il est gentil. Donc, En plus, dès qu'on parle de violence, on voit tout de suite quelque chose de physique, alors que la violence morale, finalement, n'a rien de physique. Et il y a certaines personnes aussi qui jouent sur cet aspect-là, qui disent non, je ne suis pas violent parce que je ne te touche pas, je ne te frappe pas. Alors, est-ce que la violence morale va tout de suite avec la violence physique ou est-ce que c'est vraiment deux choses qu'il faut dissocier? Alors, la violence morale, elle se suffit à elle-même. Par exemple, un narcissique n'a absolument pas besoin d'en venir au coup. Le coup, c'est un dérapage, c'est une perte de contrôle, et les narcissiques ont rarement des pertes de contrôle. Par contre, un immature peut avoir des pertes de contrôle et effectivement donner une gifle, bousculer, pousser, etc. Donc ça dépend vraiment des profils. Mais la violence morale, en règle générale, elle se suffit à elle-même. Et quand on a affaire à un profil effectivement type narcissique ou type obsessionnel, il poussera la destruction jusqu'à son terme. Il rendra malade aussi l'autre. Donc, ce qui doit alerter, c'est quand on a l'impression qu'on ne se reconnaît plus, qu'on s'est oublié, que vraiment la personne qu'on a dans le miroir en face de soi, eh ben, n'est plus du tout celle qui était. Ces modifications de la personnalité doivent alerter. Et c'est pareil pour l'entourage. Quand l'entourage il constate qu'il y a vraiment des changements, des modifications très très importantes, un isolement
social et familial trop important, un mal-être, du stress, la dépression réactionnelle, des signes traumatiques, des somatisations importantes, des pertes de poids, des prises de poids. Tout ça, ça doit alerter. Parce que ça veut dire que la personne, même si elle n'a pas conscience qu'elle est victime de violence, quelque chose ne va pas bien. Alors bien entendu, c'est pas, faut pas confondre non plus avec des gens qui sont dans un mal-être simplement parce qu'ils sont dans un mal-être. Non, il faut qu'il y ait vraiment un réseau d'éléments. Hein. C'est pas, on va pas poser un diagnostic comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un réseau d'éléments. Nous à l'association, par exemple, quand nous recevons quelqu'un, nous allons procéder à un récit de vie extrêmement concret, extrêmement complet et transgénérationnel parce que les liens avec les générations sont extrêmement importants. Je suis désolé, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Chantal Paoli-Texier d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.